Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec mes camarades de la deuxième heure, bonsoir Alexandre Malafaille. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Fondateur du think tank Sinopia, bonsoir Gilles Boutin. Bonsoir Pierre. Journaliste en politique économique au Figaro. Et bonsoir Joseph Massescaron. Bonsoir Pierre. Mon cher Joseph, qui est en invité ce soir. Il est écrivain, il est essayiste, on a lu beaucoup de ses livres et notamment le dernier, La Croix des Ténèbres, qui paraît aux presses de la Cité. Alors je le disais tout à l'heure, on va pas parler de politique, mais quand même aussi un peu, parce que il y a des groupuscules identitaires qui se cachent, qu'on croit déceler. Mais c'est pas si simple parce que c'est un roman noir, c'est un thriller, et on a là un capitaine de gendarmerie qui enquête avec une archiviste. On est dans le pays d'Anjou. Tout part au moment où une croix qui devrait être là n'est plus là. Et puis rôde une bête, un gros chien. C'est pas le chien des Baskerville. Pas loin. Il est, j'allais dire, c'est un chien des Baskerville 5.0, c'est-à-dire on est quand même en 2025, ça a évolué depuis, et il y a des techniques qui font que ça peut devenir un chien des Baskerville couplé avec Terminator. Dernièrement, il y a en effet il y a eu des nouvelles, je crois, il y a une dizaine de jours, qui disaient que des chercheurs étaient arrivés à partir d'ADN à reconstituer un loup qui était vieux de 13 000 ans. Voilà. Bon, en tout cas, ça laisse des possibilités. Ça laisse beaucoup de possibilités, et il arrive évidemment toujours, tout est, j'allais dire, sous cap, comme dans tout thriller. C'est un roman qui se lit comme un thriller, effectivement, puisque c'en est un. Mais, je le disais, il y a aussi quelques touches de votre métier d'observateur politique, des groupuscules, des critiques qu'on peut faire de certains groupuscules identitaires, des folies de l'humanité qui se transforment en groupuscules différents. Il y a ça aussi qui intervient dans votre livre. Oui, parce que ce qui est important pour moi, c'est que... Alors d'abord, le polar, c'est un instrument extraordinaire. Et je le dis, et qui provoque, d'abord parce qu'il provoque beaucoup de plaisir, et j'espère que le lecteur sortira le même plaisir que j'ai éprouvé à l'écrire, mais aussi parce que dans le polar, il y a beaucoup de choses que vous pouvez dire et que aujourd'hui, en fait, même dans des excellentes maisons d'édition, on va vous dire ça, c'est pas possible. Ouais. Vous ne pouvez pas dire ça. Si vous faites un essai, vous voulez dire. Si vous faites un essai. Oui. Et même dans la littérature blanche, je vais vous étonner, même dans la littérature blanche, même dans de grandes maisons que je ne vais pas citer, de très grandes maisons, il y a, on vous dit, ah non, ça va pas être possible. Comme dans la chanson, non, ça va pas être possible. Alors que dans un roman policier, dans un polar ou dans la littérature noire, ce n'est pas vous qui parlez, c'est l'assassin, c'est la victime, c'est le flic. Et du coup, vous arrivez à faire passer toute une marchandise de contrebande à travers le thriller, et ça ne pose aucun problème. Et ça, excusez-moi, j'adore ça. Ben oui. Voilà. Vous vous défaussez. Ah oui, je me défausse totalement. Et je prends d'autant plus de plaisir que il y a eu pendant tellement longtemps ce qu'on appelait une sorte de règne du polar social. Qui expliquait que la situation actuelle des assassins s'expliquait par le mal subi. Pourquoi ? Parce que une enfance malheureuse, de mauvaises notes à l'école, un chagrin d'amour, etc., des agressions. Que moi, j'ai choisi d'aller plutôt vers le mal choisi et délibérément choisi, parce que je pense qu'il y a, ça c'est ma conviction intime, c'est mon troisième polar et la Croix des Ténèbres, mais pour les trois c'est pareil, je pense vraiment intimement que le malin peut murmurer à l'oreille de tout le monde, ensuite après, vous l'écoutez ou pas, et c'est ce qui s'appelle le libre arbitre, mais ça c'est ce qui s'appelle le polar, le mal choisi et délibérément choisi. Alexandre Malafaille. En tout cas, je partage votre point pour avoir écrit quelques polars aussi. Je reconnais que quand on raconte une histoire, on peut aussi raconter l'histoire. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est un art assez magique par rapport à ça. Puis quel plaisir d'écrire des mettre en scène des personnages, remonter dans le temps, dans l'histoire. Enfin, c'est assez génial. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce livre ? Le point de départ, comment la magie de la création tout d'un coup se fait jour dans votre tête ? Alors sur ce sujet, il y a un point qui est un point réel. D'abord, je suis historien. Vous savez, c'est-à-dire que moi j'aime bien les faits, l'exactitude des faits. Et il se trouve que par hasard, en Anjou, dans une petite localité qui s'appelle Baugé en Anjou, c'est à peu près une quarantaine de kilomètres d'Angers, il y a dans cette localité un couvent
et ce couvent est gardé par 8 sœurs d'un certain âge, et tout ça est vrai, et elles gardent depuis des siècles ce que l'on appelle la croix de Baugé, qui en fait est la vraie croix d'Anjou, qui va donner ensuite après la croix de Lorraine. Je dis ça aux personnes qui nous écoutent, parce que la croix de Lorraine n'est pas la croix de Lorraine. C'est, en fait, initialement, c'est la croix d'Anjou. Cette croix, elle est sertie de pierres précieuses et autres, et évidemment, quand, très gentiment, ces bonnes sœurs me l'ont montré, parce que personne n'allait les voir. Personne n'allait voir cette croix. Personne n'allait voir cette croix. Et elle est assez grande, elle est impressionnante. C'est une croix qui est censée, d'après l'Église en tout cas, depuis les croisades, contenir un morceau de la vraie croix du Christ en plus. Hein. C'est pas simplement une relique précieuse. C'est une relique extrêmement symbolique. Et là, je me suis dit toujours, c'est un jeune qui découvre ça, il passe en mobilette, il voit que la croix est plus là. Voilà. Et ça, voilà, c'est à un moment donné, évidemment, cette croix, elle suscite de la convoitise, puis de la haine. Et j'essaye d'expliquer pourquoi, évidemment, c'est le début de ce scénario. Et alors, ce qui est assez amusant, et c'est puisque vous, tous les lundis soirs, avec moi, dans Europe 1 Soir, vous commentez l'actualité, Joseph Massescaron, il y a généralement deux biais. Quand il y a des assassinats en masse, c'est soit un groupuscule, soit un taré. Et là, on a du mal à savoir parce que ça s'entremêle. C'est un peu comme les racines, les branches qui s'entremêlent, voilà, les mauvaises herbes. Et du coup, vous nous baladez, j'allais dire, d'un chapitre à l'autre. Et puis on a un peu du mal. Enfin, c'est le principe du polar. Gilles Boutin, vous vouliez interroger notre ami. Oui, donc vous amusez à tourner en dérision les codes du roman noir. Donc je reviens sur cette facilité du groupuscule d'extrême droite, puisque c'est vers eux que se dirigent les regards initialement. Au-delà du roman, ça c'est vrai que c'est un méchant, ce groupuscule d'extrême droite qu'on retrouve assez souvent. C'est-à-dire que le groupuscule d'extrême droite est automatiquement méchant. Oui, voilà, évidemment. Absolument. C'est quand même. Évidemment, et c'est ce qu'il écrit très bien, Joseph. Et il est érigé en menace suprême. Moi, ça me fait penser au dernier film de Vincent Lindon qui raconte son fils qui sombre dans une mouvance d'extrême droite. Bien sûr. Est-ce que vous avez utilisé ce biais pour tourner en dérision plus globalement une forme de cécité dans l'analyse, via des objets culturels que sont des livres ou des films ou des téléfilms, quand on parle de cette dérive de l'extrême droite qui existe, certes, il y a des gens qui ont des actes menaçants. Il y a eu des menaces d'attentats par ces mouvances. Cependant, proportionnellement, c'est résiduel par rapport à d'autres, tels que l'islamisme. Donc c'est un choix de tourner en dérision la cécité dans le commentariat. Je me suis amusé en tout cas à retourner bien sûr la situation et à poser d'ailleurs une question qui moi m'a interpellé, parce que c'est le journaliste politique qui ressort. Hein. Cette terre qui est une terre, la terre d'Anjou, qui est une terre où l'histoire est tellement importante, où les guerres de Vendée militaire est vraiment présente. Moi, il m'est arrivé d'aller dans des maisons visitées, il y avait toujours la ligne noire, une démarcation ligne noire, et je disais aux personnes, tiens, vous n'avez pas effacé ces lignes noires? Ah non, monsieur. Non. Personne ne l'a effacé. Les propriétaires d'avant non plus, parce que cette ligne noire, c'est la maison a brûlé pendant la Révolution française. Voilà. Et ça, c'est quelque chose Mais, cette terre angevine, qui est une terre avec une identité extrêmement forte, c'est ce que je décris dans ce livre, en même temps, ce qui me frappe, c'est que elle ne, en termes politiques, elle ne se traduit pas par, une hystérie identitaire ou totalitaire. C'est une identité solide. C'est plus un vote Retailleau. Voilà, c'est absolument voilà. Et c'est surtout une terre historique française, bien sûr. Voilà, avec une identité très forte. On n'aime pas. Une identité très forte. D'où mon interrogation. Est-ce que finalement cette tradition, cette identité forte, n'est pas paradoxalement le meilleur rempart contre une forme de totalitarisme qui vient. Voilà. Est-ce que vous pensez Alexandre qu'on peut faire de la politique sans bien connaître l'histoire de son pays? C'est une excellente question. Je ne vise personne. Est-ce que la réponse n'est pas dans la question? Non, parce qu'on assiste à une évolution assez manifeste. Je reviens pas sur les déclarations des uns ou des autres, ceux qui sont pris les pieds dans le tapis en mélangeant les auteurs, en oubliant les références, en ne sachant plus qui était au moment du Front populaire, etc. Voilà, mais on a le sentiment qu'il y a un appauvrissement. Est-ce que ça peut poser un problème, cette absence de profondeur historique, dans finalement la gestion du présent et de l'avenir, sans regarder un peu d'où on vient? Est-ce que ça représente pour beaucoup de gens?
Ça pose, à mon sens, un problème fondamental qui est un du sujet du livre. Alors, je rassure quand même, ce livre n'est évidemment pas un essai, c'est un thriller avec des chapitres très courts. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop entrer dans les détails, parce qu'après, on va bien sûr. spoiler, comme on dit. Mais je dois répondre à cette question, oui, parce que ce qui est en jeu, c'est la transmission. C'est la transmission. Et ça, c'est véritablement le grand défi pour tout politique. Parce que derrière la transmission, vous avez tout. Vous avez bien sûr le régalien, vous avez la démographie, vous avez le patrimoine aussi environnemental. C'est pas simplement des éléments dits de droite entre guillemets. Donc cette question de la transmission, si vous n'avez pas d'histoire, et aussi si vous ne connaissez pas bien sûr la géographie, le territoire, vous ne connaissez pas l'histoire. Donc vous ne pouvez pas vous orienter dans le temps. Vous ne connaissez pas la géographie et le territoire. Vous ne pouvez pas vous orienter dans l'espace. 100 ans et sans espace, eh bien, étonnez-vous qu'aujourd'hui, il y a autant de personnes désorientées. Il y a une chose que vous faites et qui n'est pas commune dans ce thriller, parce que c'est quand même difficile de mettre autant, j'allais dire, d'ingrédients, c'est que vous arrivez à enfin, quand on lit un peu entre les lignes, quand on a l'esprit mal tourné comme moi, vous vous moquez, en fait, de certains romans noirs. C'est-à-dire que vous utilisez notamment les fameux cliffhangers qu'il y a en fin de chapitre. Oui. Et on sent, mais c'est aussi parce que je vous connais bien, c'est qu'on sent que vous vous moquez un petit peu aussi on va pas citer les auteurs, mais de certains romans noirs, ce qu'on appelle les romans de gare. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de pathos, comme on dit en littérature. Il y a beaucoup de pathos. Il y a beaucoup aussi de digressions. Moi, ce qui m'étonne toujours. Alors, je suis lecteur évidemment de polar. J'avoue que j'en ai moi assez des digressions, par exemple interminables sur la manière dont la personne a été tuée, qui peut prendre 10 pages. Ouais. Donc, elle a été éniclée, éviscérée, écartelée. Enfin bref, une seule et même personne. Hein. Donc, encore un peu de ketchup là, qui est un peu embête là sur le temps que le pauvre lecteur parfois passe chez le médecin légiste. Vous pouvez le faire en 2-3 pages. Et ça, moi j'étais biberonné à Simenon. Ouais. Et ça, c'est quand même, ça reste la meilleure école. La meilleure école. Évidemment, pour moi, c'est quelque chose de le modèle absolu. Parce que en quelques phrases, vous pouvez décrire un lieu, une situation et aussi un milieu professionnel. Joseph Massescaron, La Croix des Ténèbres, c'est publié aux Presses de la Cité. Nous vous le recommandons chaudement. Merci, Joseph. C'est moi qui vous remercie.